J'invite maintenant Hélène Ferron, qui est conservatrice du patrimoine et directrice des collections du musée Bonnat-Helleux, et Séverine Françoise, qui est conservatrice restauratrice spécialisée en peinture, notamment en peinture sur bois, qui est qui est mandataire d'un des lots de restauration du musée Bonnat-Helleux dans le cadre de sa rénovation, qui vont nous présenter un exemple de des restaurations dans le cadre de la rénovation du musée. Bonjour à toutes et tous et merci beaucoup à l'équipe du colloque d'avoir retenu notre proposition. Je vais vous donner quelques éléments de contextualisation quant au chantier de restauration avant de vous présenter le contenu de notre intervention. Donc, le musée Bonnat-Helleux a fermé ses portes en 2019 pour s'engager dans une restructuration, extension architecturale et muséographique qui s'achèvera en 2025. L'institution centenaire, effectivement, ne pouvait faire l'impasse au sein de ce projet d'extension restructuration d'un chantier de restauration majeur. Ce chantier est programmé sur les 4 ans qui précèdent la réouverture, donc en ce moment. Il concerne les 1300 œuvres qui seront présentées dans le futur parcours permanent. Donc, nous nous proposons pendant notre intervention, de vous présenter les différentes problématiques rencontrées dans le cadre de ce chantier en nous concentrant sur le volet peinture et plus particulièrement sur le cas de 2 panneaux de bois espagnols du XVe siècle qui sont, suite à leur des restaurations très lacunaires. Effectivement, leur restauration nous a amené à nous interroger sur la manière de rendre la cohérence de ces 2 œuvres sans les trahir dans la mesure où leur dérestauration justement a révélé des pans entièrement vides. Donc nous nous proposons de présenter les difficultés auxquelles nous avons été confrontés, la méthodologie adoptée et les choix qui ont été faits, et nous reviendrons sur les solutions qui sont étudiées pour justement rendre accessibles ces œuvres désormais très lacunaires aux différents publics. Dans le cadre de ces journées, il nous a également semblé important de revenir sur les limites d'un chantier de restauration de l'ampleur dans lequel le musée Bonnat-Helleux s'est engagé. Donc ampleur de par le nombre d'œuvres traitées, ainsi que par les clauses qui sont liées aux différents legs. Donc très rapidement, je vais vous présenter je vais vous brosser le contexte général, le chantier de restauration, et vous présenter les 2 œuvres. Donc, le chantier de restauration que nous désignons en interne sous le terme de char a été imaginé à l'occasion du lancement du projet de réhabilitation du bâtiment historique dont vous avez une image ici, et concerne, comme je l'ai dit, les 1300 œuvres du futur parcours permanent. Les opérations de restauration sont réparties en plusieurs marchés. Donc vous avez ici les typologies qui ne correspondent pas tout à fait aux différents marchés. Donc ils sont répartis au sein d'une APCP, donc autorisation de programme crédit de paiement, qui permet une programmation pluriannuelle de ces restaurations justement et un étalement des paiements. Cette répartition et cette construction au sein d'une APCP sont lourdes en raison de la quantité des pièces traitées et des besoins en restauration, et elles nous ont amené à adopter une logique de traitement de masse qui, nous en faisons le constat, entre peu en adéquation avec la logique de restauration qui est par définition au cas par cas en fonction des œuvres. Cette communication se concentre aujourd'hui sur le marché peinture, qui est le premier à avoir été lancé, qui est le plus conséquent et le plus onéreux, notamment en raison du caractère pluridisciplinaire, puisqu'il y a à la fois des interventions couches picturales, supports, mais également des cadres. Nous allons y revenir. En effet, pour les peintures, les dernières restaurations dataient de la dernière rénovation du musée, donc avant 1979, et elles s'étaient considérablement dégradées, donc oxydation des vernis, mauvaise intégration des repeints, affaissement des toiles, etc. Et par ailleurs, certains partis pris esthétiques, dont celui pour les deux panneaux que nous allons vous présenter, n'étaient plus en accord avec le souhait de l'équipe de conservation de mettre en évidence la qualité plastique des œuvres, mais également la sensibilité du collectionneur, notamment par le choix des encadrements.
Concrètement et très rapidement, la forme juridique retenue est celle d'un accord cadre à l'OTI, donc 5 lots multi-attributaires, 5 groupements comprenant chacun des conservateurs, restaurateurs, conservatrices, restauratrices, donc à marché subséquent, 10 à 16 marchés subséquents par lot, avec une remise en concurrence régulière au sein de 6 campagnes. Les besoins ont été formulés sur la base d'une étude préalable réalisée en 2019, j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Et pour terminer, les restaurations se déroulent en fonction de la complexité des interventions et des clauses des différents legs au sein de 3 ateliers publics, donc le C2RMF sur le site de Versailles, le CICRP à Marseille et dans les ateliers publics de Niort, ainsi que in situ, donc dans nos murs et pour certaines œuvres dans les ateliers des conservateurs restaurateurs. Donc, vous avez ici les 2 panneaux avant restauration, donc, qui sont donc consécration d'un évêque à votre gauche et enterrement d'un évêque à votre droite, qui datent du XVe siècle de l'école de Valence, qui sont des tempéras et ors sur bois, qui sont propriété de l'État, qui sont un legs aux musées nationaux en 1922 de la part de Léon Bonnat, une des figures tutélaires du musée, donc en dépôt à Bayonne, avec interdiction de prêt, ce qui explique le fait qu'ils aient été restaurés au sein d'un atelier public au C2RMF à Versailles. Nous avons peu d'informations sur ces 2 tableaux. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Vous avez un extrait du registre Bonnat qui présente ces 2 panneaux au sein de l'école espagnole. Et nous savons qu'ils ont fait l'objet d'une restauration dans le cadre du projet de rénovation de la fin des années 70. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les œuvres pour lesquelles nous ne disposions d'aucune archive technique en dehors de la documentation du C2RMF de la dernière restauration de 1978. Je vais rapidement passer sur le support. Donc, chaque panneau est composé de 3 planches de pin sylvestre et les traverses originales avaient été supprimées bien avant 1978. À cette date, des traverses coulissantes ont été installées et seule une vérification a été réalisée dernièrement. Concernant la couche picturale, pour la technologie, on retrouve une préparation à la colle chargée en gypse, multicouche, avec une toile noyée dans la préparation, comme on peut le voir sur la radiographie à droite. Le dessin préparatoire est principalement incisé et complété au pinceau. Les couches colorées sont vraisemblablement peintes à tempéra. Il y a aussi des décors en feuilles métalliques, de l'argent recouvert de glacis dans certains vêtements et des motifs dorés sur des reliefs à pastillia. Notons que les aplats de dorure en partie haute sont des reprises postérieures, tout comme les 2 bandes verticales noires repeintes sur les bords dextre et senestre. La couche picturale a également été restaurée en 1978 et la technique de réintégration retenue à l'époque était une retouche au trait pour la majorité, sans doute réalisée dans un souci de laisser discernable la peinture originale de la réintégration. Des zones avaient également été laissées non retouchées, par exemple le manteau de l'évêque, où les déplaquages ont été laissés en l'état pour laisser voir la préparation et les incisions. Autre exemple, une grande lacune en partie basse du panneau de l'enterrement qui a été mastiquée et juste calmée avec un ton préparation, sans reconstitution de motif. Les retouches de 1978 étant devenues très discordantes, un traitement fondamental a été souhaité. Et donc voici les images après nettoyage en 2023, ce qui vous permet de constater l'ampleur des manques sur les 2 tableaux. Et à ce stade, il est intéressant de se pencher sur les partis pris de restauration et leur évolution au cours du temps. Sur les photos avant le nettoyage de 1978, on peut voir que le parti pris de restauration était très illusionniste et les formes pleines et reconstituées.
Voici le détail de l'évêque, où on peut voir au centre cette retouche très poussée avec la reconstitution des traits du visage, alors qu'il ne reste quasiment plus rien dans cette zone. L'image de droite montre la réintégration proposée en 1978 avec la retouche au trait et le drapé bleu non retouché avec les déplaquages. Autre cliché sur la partie basse du deuxième panneau, où on constate que la grande lacune avait également été avant 1978, elle avait été reconstituée, ce qui n'était pas le cas à la dernière restauration. Donc, que proposer aujourd'hui ? Une fois les œuvres nettoyées, le souhait de laisser visible l'état lacunaire s'est précisé, mais il apparaissait toutefois impossible de laisser en l'état les deux œuvres, tant la matérialité s'imposait face à l'image. Plusieurs pistes ont été explorées. Les lacunes colorées visibles, type trateggio ou pointilliste, ont été écartées très rapidement, car elles entraînaient une reconstitution assez précise des motifs. S'il est toutefois possible de réaliser des tons de fond en retouche au trait, comme à gauche, des tons fondus, le résultat aurait pu être confus comparé à l'aspect graphique et cerné de la facture originale. Deuxième option, il a été envisagé le dégagement des lacunes au bois, mais nous avons jugé cette option imprudente en raison de la présence du textile dans la préparation. Il s'avérait délicat de discerner vraiment avec précision la préparation originale des mastiques, qui étaient tout autant craquelés que la préparation, et ils étaient également très adhérents. Ce fut une des limites de cette proposition de lacune au bois qui, dans d'autres cas, aurait pu être tout à fait pertinente. Les mastiques devant être conservés, il a été proposé de réaliser un ton sali imitant la teinte de la préparation, en s'inspirant de celle visible dans les déplaquages du vêtement bleu. Toutefois, si ce ton était réalisé de manière uniforme, avec la même valeur partout, les lacunes s'imposaient encore face à l'appréciation de l'image. Par ailleurs, en observant les zones où la préparation originale était visible, on s'apercevait que la teinte variait en fonction de la couleur de la peinture qui la recouvrait. Elle était plus claire sous les blancs et plus sombre sous les bleus intenses. Il a par conséquent été envisagé de moduler légèrement la valeur de la retouche afin de faciliter la lecture des plans. Le but a été de faire reculer les altérations le plus possible afin qu'elles ne gênent pas la lecture de ce qu'il reste d'original, tout en apportant le moins de matériaux de retouche pour ne pas alourdir la finesse et la transparence de la matière originale. Donc voici le résultat sur la partie basse de la consécration, réalisé par mon collègue en couche picturale Bertrand Bedel. Vous pouvez voir à droite la mise en place d'une teinte de préparation salie, dont la valeur varie avec celle de la couleur de la peinture. Un second exemple que j'ai réalisé sur l'autre tableau, sur la photo de droite, la valeur plus sombre, réalisée derrière le visage de l'évêque, fait ressortir les différents plans en laissant le visage plus clair et le fond plus sombre. Enfin, voici une photo de réintégration menée sur la grande lacune en partie basse, qui finalement a juste été harmonisée avec la valeur très claire du sol. Voici les photos finales après restauration des deux panneaux au centre. Les œuvres elles-mêmes nous ont guidés vers une proposition qui nous semble plus cohérente avec l'existant, sans avoir à proposer 2 à 3 types de réintégration différenciés, comme c'était le cas auparavant. Seule petite entorse, la réintégration des fonds, des rajouts dorés en partie haute ou des repeints sombres n'avaient pas pu être retirés en raison de la sensibilité de la dorure à la miction. Et elles ont été atténuées avec des couleurs au mica parce que le scintillement était nécessaire pour les faire passer. Donc ce travail a été réalisé par ma collègue Annie Carrois. Un mot pour finir sur les cadres qui sont ceux du collectionneur. Donc ce sont des cadres à large moulure de profil très simple, dorés dans leur état initial, puis très usés et recouverts d'une épaisse couche de bronzine. Ils avaient été retirés au moment de la restauration de 1978 au profit d'un soclage qu'on peut voir au centre,
Mais la politique générale de ce chantier, dans cette politique, il a été souhaité de réencadrer ces panneaux dans les cadres du collectionneur. L'atteinte était toutefois très peu esthétique. On a fait l'essai de remise en cadre et c'était pas très heureux. Donc après mûre réflexion et discussion, il a été décidé de retirer la bronzine et de redorer la moulure. Ce travail a été réalisé par Marie Dubost et la remise en cadre par Jonathan Crindorge-Lamour. Donc voici le résultat final. Et donc, effectivement, ce cas est emblématique des difficultés qu'on peut rencontrer dans le cadre de ce chantier, effectivement, des différents échanges qu'on peut avoir et qu'on doit avoir pour faire les bons choix. Et il nous permet également, et je dirais assez vite parce que c'est assez opérationnel et c'est peut-être un peu plus rébarbatif que de parler de restauration en tant que tel, mais il nous semblait important quand même d'évoquer les difficultés qu'on a rencontrées dans ce chantier des collections de masse. C'est effectivement une très belle aventure et c'est une chance qu'on a que de pouvoir restaurer l'ensemble des œuvres du futur parcours permanent et donc les 400 peintures. Mais effectivement, restaurer 400 peintures en 4 ans, c'est un petit challenge quand il y a une réouverture de musée par ailleurs. Et du coup, il nous semblait que c'était, dans l'exercice de nos professions respectives, une forme de limite à la restauration. J'indique en préambule de cette troisième partie, que j'essaierai de faire courte, que malgré ce que je vais vous présenter, il y a une étude individualisée pour chacune des peintures et donc les besoins sont formulés de manière individualisée, l'analyse des offres également et les restaurations aussi évidemment. Voilà, donc on a rencontré des limites, j'ai oublié d'avancer, pardon, sur le plan administratif tout d'abord, et ensuite dans la mise en œuvre. Donc effectivement, comme je l'ai dit, la forme de marché retenue, donc accord cadre multi-attributaire à marché subséquent avec remise en concurrence, complexifie et complexe sur le plan administratif. Le marché considère l'œuvre, donc à la fois couche picturale, support et cadre, comme un seul item. De même, les campagnes, enfin les restaurations sont attribuées par groupement, par marché subséquent à un groupement, ce qui fait que parfois certains groupements font des offres plus intéressantes pour une peinture et d'autres pour l'autre peinture, et on est obligé d'attribuer au niveau du marché subséquent, ce qui fait que ça peut être assez frustrant, même si bon, on a entière confiance dans les groupements par la suite. La remise en concurrence est également particulièrement chronophage, puisque ça implique pour les conservateurs-restaurateurs un temps de rédaction important, une analyse ensuite de notre côté effectivement très importante aussi, un passage en commission de restauration qui prend du temps, et puisque chaque campagne est composée d'une centaine d'œuvres, nous ne passons pas en commission de restauration, nous avons une commission de restauration à part et uniquement pour nous, qui est exactement la même chose mais que nous désignons de COTEC, et donc ça prend également du temps pour les membres du comité technique que d'analyser les offres. Enfin, donc toujours sur le plan administratif, les campagnes se succèdent rapidement en raison des calendriers restreints, ce qui fait qu'il y a une superposition entre les phases d'aller voir pour les conservateurs-restaurateurs et de rédaction en même temps que la restauration des œuvres des campagnes précédentes. Donc c'est assez complexe effectivement. Et il y a également complexité dans la forme des rendus pour l'analyse. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons décidé, après les premières campagnes, de simplifier la remise des offres, donc en passant sur un tableau Excel avec chaque œuvre à une seule ligne. Donc, c'est assez frustrant, j'imagine, pour les conservateurs-restaurateurs et ensuite pour nous, conservatrices, que d'analyser sous cette forme, parce que c'est nécessairement moins précis, mais le format du chantier de restauration l'imposait. Et ensuite, une certaine complexité dans la mise en œuvre des opérations. Donc très rapidement, pour définir les besoins, c'est également assez compliqué puisqu'on est sur quelque chose d'assez binaire, donc soit remise en état de présentation, soit fondamentale. Et donc ensuite, les groupements nous font des propositions en fonction de donc, le cahier des charges qui est REP ou fondamental. Dans le suivi ensuite opérationnel des restaurations, c'est également assez compliqué puisque donc, nous sommes situés sur Bayonne, nous avons des œuvres restaurées au C2RMF à Versailles, des œuvres au CICRP à Marseille et des œuvres sur Niort.
ce qui implique donc au-delà de l'envoi et du retour des œuvres, de suivre. Et pour cela, nous sommes particulièrement aidés par le personnel scientifique de ces institutions que nous remercions d'ailleurs chaleureusement. Mais c'est effectivement assez compliqué de suivre chaque dossier. Et par exemple, Oriane Lavitte a été d'une grande aide pour la restauration de ces 2 panneaux. Complexité dans la mise en œuvre aussi, dans le sens où nous avons des restaurations in situ. Et ça, c'est la photographie, donc tout à votre droite, je crois. Donc, le musée est devenu un centre de restauration, ce qui est passionnant et particulièrement enrichissant, mais nous ne sommes pas un atelier à la base et donc nous n'avons pas nécessairement les équipements. Et donc, pour conclure très rapidement, nous nous interrogeons aujourd'hui sur la manière d'accompagner les publics dans la redécouverte de ces œuvres qui sont effectivement assez lacunaires. Donc, vous les avez présentées ici, pas dans leur cadre, donc au centre de la CIMEZ. Et le choix pour l'instant vers lequel nous nous orientons, c'est la présentation donc, de ces panneaux avec un cartel développé assez important présentant les 2 états de restauration antérieure afin donc, d'accompagner les publics face à ce vide en leur montrant ce qui avait été fait auparavant, mais également de montrer ce qu'est l'histoire de la restauration. Voilà, merci beaucoup.